Bonsoir, chère communauté, j'espère que vous allez bien. On est ravis de vous retrouver avec Jocelyn Morisson ce soir pour notre partie 2, notre Vibra conférence partie 2, que nous avons aussi intitulée Comment l'esprit agit sur la matière, qui est ton nouvel ouvrage. Bonsoir, Jocelyn. Bonsoir Sana, bonsoir à tous. Je suis ravie de te retrouver sur cette deuxième partie. Pourquoi l'envie de faire cette deuxième partie? Tout simplement parce que j'aimerais revenir sur cet ouvrage-là, que j'ai lu et qui, pour moi, était d'une densité et un appui énorme. Et je pensais que vraiment, c'était important de pouvoir aller voir d'autres volets. On a vu toute la partie un peu historique, on est revenu un peu sur le magnétisme, on est revenu un petit peu sur un certain nombre de points. Et surtout aussi ce que c'était aussi, certains termes, on est revenu sur certains termes, la psychokinèse, des choses assez pointues. Et là, l'idée, c'était de revenir sur une deuxième partie un peu de l'ouvrage et questionner un petit peu là-dessus, si c'est OK pour toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là ensemble. Bien sûr, avec plaisir. Il y a beaucoup de choses qui sont évoquées dans le livre et qui renvoient à d'autres choses encore qui ne sont pas dans le livre. Donc on peut en parler pendant des heures, hein, c'est Pendant sûr. des heures, mais c'est carrément ça. Et puis, il y a des termes, moi j'ai vraiment, on verra, hein, mais il y a des termes qui sont assez puissants. J'aimerais vraiment qu'on développe un peu là-dessus. Et puis, je suis ravie ici d'accueillir notre communauté qui nous fait savoir leur présence, Elisabeth, qui est avec nous également. Bonsoir. Elisabeth, pardon, qui est avec nous. Et toutes les personnes qui vont nous suivre par la suite. Je vous invite à garder aussi vos questions précieusement parce qu'on va avoir une troisième rencontre, une rencontre exclusive questions-réponses où vous pourrez poser toutes vos questions. Alors, Jocelyn, avant qu'on continue sur ces questions, est-ce que tu pourrais... alors, je sais que c'est un exercice que tu as fait déjà précédemment, de te présenter, mais j'aimerais juste aujourd'hui que tu me dises qu'est-ce qui t'anime et pourquoi aujourd'hui ce livre. Et un peu... oui. Et te présenter par la même si tu peux. Je me présente rapidement. Effectivement, je suis journaliste de formation scientifique. Ouais. Et au départ, je travaillais dans la presse santé, la presse professionnelle du monde de la santé. Et puis, par intérêt personnel, et je me suis tourné vers ce qu'on appelle les phénomènes inexpliqués. Et j'ai commencé à proposer des articles à des revues sur la parapsychologie, la perception extrasensorielle, donc la psychokinèse déjà, il y a une trentaine d'années, hein, ça fait longtemps que j'écris là-dessus. Mm. Et puis, au départ, moi, mon sujet, si tu veux, globalement, c'était les états modifiés de conscience, et notamment les expériences de mort imminente. En fait, c'est ça qui m'a amené à tout ça. Mais moi, j'avais déjà, quand j'ai découvert ça, j'avais déjà une trentaine d'années, hein. Et c'est surtout que ce phénomène-là, quand je l'ai découvert dans un livre qui s'appelait La mort transfigurée, je ne sais pas si je l'avais cité l'autre fois, c'était un livre dans lequel il y avait des témoignages de médecins, de physiciens, d'anthropologues aussi, tu vois. Et pour moi, c'était sérieux parce que je sortais d'une formation universitaire et j'étais pas prêt non plus à accepter n'importe quoi. Donc ce livre-là, il m'a convaincu parce qu'il y avait cet aspect universitaire, cet aspect académique qui me semblait sérieux. Après, j'ai lu d'autres choses, on va dire, d'auteurs plus New Age, hein, des gens comme ça. Mais à l'époque, en tout cas, je pense que c'est la vie qui a mis ça sur mon chemin. Il fallait quelque chose qui ait cette crédibilité-là. Et donc, c'était effectivement un travail universitaire. Il y avait une préface d'Edgar Morin, tu vois, des gens comme ça. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose d'extrêmement sérieux derrière ça. Et là, ma vie a basculé parce que ça m'a, comme je l'ai dit, je pense, l'autre fois, ça m'a ramené à la mémoire des souvenirs d'expériences que j'avais vécues dans l'enfance Tout à fait. et que j'avais un peu mis de côté, que j'avais occulté, hein, refoulé, comme on dit Ouais. en psychanalyse, quoi. Et c'est revenu, c'est remonté à la surface, et je me suis souvenu que j'avais vécu des expériences qui étaient très très troublantes quand j'étais enfant, quoi. Donc, à partir de là, j'ai écrit sur ces sujets-là pour différentes revues. J'ai rencontré des gens, des chercheurs, des médecins, des physiciens, des témoins, beaucoup de témoins Ouais. justement d'expériences hors du corps, d'expériences de voyage astral, d'expériences de mort imminente. Tout ça, c'était un nouveau monde un peu pour moi, où je constatais qu'il y avait très peu de choses en fait dans la littérature dite sérieuse, quoi, philosophique ou scientifique. Il y avait très peu de choses là-dessus. Tout ce qui était écrit sur ces sujets-là, c'était tout de suite
théorisé dans voilà, un style de littérature qui n'était pas pris au sérieux, en fait, à l'époque, et qui ne l'est pas beaucoup plus aujourd'hui. Heureusement, il y a quelques exceptions quand même, hein. Il y a effectivement des journalistes qui sont pris au sérieux, comme Stéphane Alix Tout sur à ce fait, sujet. tout à Il y a fait. des médecins comme Christophe Fauré aussi, que je connais un peu maintenant, Mmh. qui est un psychiatre et qui parle de ces sujets-là. Il y a des gens qui ont fait un peu leur coming out, on va dire, spirituel, etc. Mmh. Et moi, ça a nourri mon intérêt, bien sûr, intellectuel, mais c'est aussi une démarche personnelle et spirituelle, forcément, parce C'est que ça. ces expériences-là, comme je le disais, ça résonnait avec des vécus dont je me suis souvenu aussi. Et puis, ça a nourri mon chemin spirituel pendant toutes ces années, quoi. Et Mmh. nécessairement, je me suis mis à m'intéresser à tout ce qui tournait autour de ça, les phénomènes inexpliqués, mais Mmh. aussi la méditation, mais Mmh. aussi la spiritualité indienne, mais Mmh. aussi Mmh. la philosophie, la métaphysique, enfin, tu vois. Donc, Mmh. Mmh. j'ai Mmh. une soif de connaissance de tous ces domaines-là. Et en Mmh. même temps, j'essaye de vivre les choses simplement parce que la spiritualité, c'est quelque chose qui doit se vivre au quotidien de manière simple, en fait, dans ta Ouais. relation à l'autre, Ouais. dans ta relation au vivant, dans Ouais. ta relation à la planète et au cosmos, on va dire. Et ça doit pas être uniquement quelque chose d'intellectuel, sinon ça sert à rien, quoi, je pense, hein. Mmh mh. Euh, mais j'aime aussi nourrir la partie intellectuelle, voilà, de mon esprit. Et donc, je lis beaucoup, ouais, je lis beaucoup, et j'ai la chance de pouvoir lire en anglais aussi. Donc, je lis Ouais. beaucoup de documents. Ça peut être des articles scientifiques, des thèses de doctorat, et puis des livres de spiritualité grand public. J'aime beaucoup Eckhart Tolle, par exemple, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà, les conversations avec Dieu aussi, j'ai beaucoup aimé. Mmh Euh, mh. de, merde, son nom m'échappe, mais c'est pas grave, pardon. Et puis, les dialogues avec l'ange, je crois que je l'ai dit et que c'était un de mes livres de chevet. Dialogue avec l'ange, ça, c'est un grand livre pour moi. Mmh mh. Donc, je lis des choses très différentes. Ça peut être des livres de physique, de philosophie, de neurosciences, ou Ouais. bien, ou bien des grands ouvrages de spiritualité comme ça, des classiques. Mmh. Et voilà, je me suis beaucoup intéressé à la philosophie indienne, Ouais. mais aussi à l'ésotérisme occidental. Enfin, c'est infini, en fait, quand tu commences à creuser là-dedans, la kabbale et le C'est sûr. soufisme, C'est etc., et sûr. l'ésotérisme, et la mystique chrétienne, c'est infini, en fait. Voilà. Donc, Ouais. ça me nourrit beaucoup, et ça se traduit par un chemin que je veux ensuite aussi simple que possible dans ma relation au monde et aux autres. Mmh. Merci Jocelyn, merci pour ce partage et d'où, j'imagine aujourd'hui la création, enfin l'ouvrage aujourd'hui qui est Oui, juste le témoignage un oui, oui, petit alors peu pardon. de toute cette recherche. Non, non, mais c'est OK. Ouais, pardon, j'ai pas Ouais. directement répondu à ta question. Donc, ce livre, il est Non, mais venu c'est parce totalement que OK. avec Antoine Sénan, qu'on s'était rencontrés dans un colloque à Perpignan, chez nos amis d'Hermetica, Mmh à mh. côté de Perpignan, et on s'était bien entendu, et lui avait aussi envie de travailler avec moi parce qu'il sait que j'ai cet intérêt pour tous ces sujets-là. Mmh. Et lui, il a une grande culture de l'histoire de la médecine, et en tant que médecin neurologue, qui travaille dans une spécialité dans lequel, finalement, dans laquelle il y a peu de guérisons, les maladies dont il s'occupe, comme Parkinson ou Alzheimer, qui sont les plus Mmh, connues, mmh, maladies mmh, 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 neurodégénératives, en fait, c'est des maladies mmh, pour lesquelles il y a peu d'espoir de guérison. mmh, On peut soulager les symptômes, mais pas vraiment guérir ces pathologies-là. mmh. Donc, il s'est intéressé aux guérisons inexpliquées, aux guérisons miraculeuses aussi. Et donc, il a beaucoup creusé cet aspect-là. Et moi, j'avais beaucoup de connaissances sur la psychokinèse, du côté, voilà, recherche sur les tordeurs de métal, les gens qui déplacent des objets, D'avoir le et feu. les gens qui sont capables de faire travailler, de faire le travail de l'intention sur la matière à l'échelle Mmh. microscopique, à l'échelle des phénomènes quantiques. J'avais beaucoup de documents là-dessus parce que j'ai pas mal écrit pour des revues là-dessus. Et donc, on était bien complémentaires dans nos approches, et on s'est dit qu'effectivement, ça pouvait faire un livre intéressant avec ce fil rouge qui est l'action de l'esprit sur la matière, donc y compris sur le corps, finalement. Ouais, tout à fait, y compris sur le corps et justement on va y venir dans quelques instants quand on va évoquer les guérisons, inexpliquées, les guérisons induites. Il y a beaucoup d'espace dans ce livre qui parle de ça. Mais j'aimerais revenir un peu sur ton parcours parce que ça m'intéressait, tout ce que tu disais sur le fait que, tu te nourrissais beaucoup. Après tu es pas obligé de répondre
Mais aujourd'hui, tu en es où avec tout ça, avec toute cette recherche, bon, le livre, le partage avec Antoine Sénac, et tu en es où, toi, au niveau de, de cette expérience spirituelle, si tu veux bien nous le partager? Alors moi, aujourd'hui, je suis parfaitement convaincu que la vie, l'existence a un sens et que donc qu'il y a une intention derrière, derrière l'existence et derrière ce qu'on appelle les phénomènes, c'est-à-dire derrière Mmh. l'apparence du monde, l'existence du Mmh. monde autour de nous. Hein, on parle de la réalité, du réel, mais en philosophie, on va plus dire le monde en fait. Le monde, Mmh. c'est ce qu'il y a autour de nous, mais c'est à la fois le visible et l'invisible en fait. Mmh. Il y a ce qui est visible, il y a ce qui est matériel, et puis Mmh. il y a ce qui est invisible. Et dans l'invisible, bon, il y a des choses qui relèvent de la science normale, contemporaine, on va dire classique, comme par exemple les ondes électromagnétiques. Bon, bah, c'est invisible, mais on sait que c'est là. La science a montré que c'était là. Et puis, je crois qu'il y a tout un autre domaine dans le monde, dans l'invisible que la science ne reconnaît pas encore aujourd'hui, qui sont Mmh. les énergies subtiles, qui sont la présence des esprits, qui Mmh. sont y compris des esprits qui peuvent habiter les plantes et peut-être même le monde minéral, tu vois. Enfin Tout à bon, fait. voilà, donc j'ai tendance à être plutôt animiste. En plus, je m'occupe depuis quelques années d'une revue qui s'appelle Native, qui est consacré aux peuples autochtones et dont on sait qu'ils sont tous animistes, c'est-à-dire qu'ils considèrent que tout est animé d'une âme. En fait, tout a une âme. Le vivant a une âme, les plantes ont une âme, les animaux ont une âme, et même le minéral, les rochers ont une âme, les lieux ont une âme, les rivières, les montagnes, tu vois. Tout ça, ça a une âme. Alors, c'est l'équivalent du mot âme, bien sûr, parce que âme, c'est un mot plutôt religieux, mais il y a l'équivalent de ça, c'est-à-dire que pour eux, ça a une âme ou un esprit, on va dire. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que ces choses-là sont aussi vivantes. Ils font pas une distinction comme nous entre le vivant et le non-vivant. Pour eux, tout Mmh. ça, c'est vivant. Mmh. Or, si tu regardes un petit peu ce que dit la science aujourd'hui, effectivement, tous les atomes, en fait, qui composent la matière, y compris donc inerte, Oui, c'est quelque chose qui est en expression. foisonnement, Mmh. en vibration, Mmh. en bouillonnement permanent. Un Mmh. atome, Mmh. c'est constitué d'un noyau, donc des neutrons et des protons, et puis autour, il y a les électrons Mmh. qui tourbillonnent. Mmh. L'image qu'on a, c'est un peu comme un système planétaire, mais cette image-là, elle est fausse, en fait. Donc, on sait que c'est quelque chose qui est en tout cas en vibration permanente. Et Mmh. comme par hasard, les peuples autochtones, les peuples animistes, eux, depuis toujours, ils ont cette intuition, cette connaissance intuitive, que Mmh. tout ça, c'est d'une certaine manière vivant, tu Mmh. vois. Et ils font pas Mmh. le distinguo. Bien sûr, ils savent la différence entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas, mais pour eux, Mmh. tout ça, c'est animé. Anima, ça veut Mmh. dire ça, hein. Anima, ça veut dire Mmh. âme, Mmh. comme tu le sais. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont animistes. Et moi, D'accord. je trouve que ça, c'est cohérent avec ce que nous dit la science moderne sur effectivement ce qu'est la matière, si tu veux. Donc, c'est impressionnant. Ce qui m'intéresse beaucoup dans mon travail, ouais, pour continuer à parler de ma démarche, Oui. c'est que je vois beaucoup de convergence en fait entre les savoirs euh, spirituels, des savoirs, Mmh. des enseignements, on va dire, des traditions spirituelles très anciennes. Mmh. Hein. L'hindouisme, c'est 3500 ans quand même. Le bouddhisme, c'est 2500 ans. Bon, après, nos traditions à nous, judéo-chrétiennes. Mmh mh. Le taoïsme aussi, c'est très ancien. Et puis, tous les courants ésotériques, etc. Et je vois qu'il y a beaucoup de convergence entre ces enseignements-là et puis la science moderne, la Mmh. physique quantique notamment. Mmh. Mmh. Beaucoup de gens considèrent que c'est pas vrai, mais moi je suis désolé, je lis des articles de science et je vois bien qu'il y a beaucoup de physiciens qui considèrent que voilà, on peut se permettre de dire que tout est relié à travers des notions de champ, d'énergie, des choses comme ça, et d'influence à distance et tout ça. Mmh. Donc le rapprochement, il est complètement légitime en fait entre ces enseignements-là très anciens et la science moderne, et c'est aussi cohérent avec ce que effectivement disaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, les peuples, ce que pensent les peuples autochtones, qui sont Mmh. Mmh. encore plus anciens, encore plus anciens que les traditions spirituelles dont je parle. Tu Tout à vois, fait. les peuples animistes qui avaient aussi cette vision du monde dans laquelle on est complètement relié et interdépendant avec tout ce qu'il y a autour de nous et qu'on fait partie de la nature, etc. Et on est en train de redécouvrir ça. Et comme par hasard, ça apparaît aussi comme des solutions pour les maux dont on accable notre planète et notre monde Mmh. en général, Mmh. tu Mmh. vois, Mmh. 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 la façon dont on exploite les ressources et dont on maltraite la planète, eh bien,
parmi les solutions possibles, il y a ces savoirs-là qui remontent carrément à des millénaires, quoi, hein. Mmh, 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 mmh. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est ces convergences-là. C'est la façon dont tout ça, finalement, est cohérent et il y a certainement donc des éléments de vérité dans tout ça. S'il y a cette convergence-là, ça peut pas être un hasard, voilà, tout simplement. Ouais, ça on est d'accord. On est d'accord sur cet aspect-là. Merci, merci, Jocelyn pour cet étayage et en fait, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à ces peuples anciens qui déjà, avaient tout ça et puis qu'aujourd'hui on a l'impression de les redécouvrir. Il y a un aspect dans ton livre, c'est vers la fin, où tu parles de ça en disant qu'en fait, est-ce que ce serait pas tout simplement le fait d'avoir cédé un petit peu plus à la science et puis d'avoir aussi tu parles de déspiritualisation. Alors c'est marrant parce que les questions vont dans le sens inverse de ce que je voulais, mais c'est juste Mmh. topissime, j'adore et je rebondis là-dessus clairement. De déspiritualisation où du coup, en fait, on croit moins, on a moins la foi et donc du coup, est-ce que ça pourrait s'expliquer? Est-ce que le fait de l'élan de la science et puis, cette déspiritualisation pourrait jouer un rôle sur le fait de laisser de côté cette, enfin, dans l'impression de redécouvrir en fait quelque chose qui existait depuis toujours? Ce qu'on est en train de faire, c'est de fermer une espèce de parenthèse Mmh. qui s'est ouverte, on va dire au XVIIIe siècle environ, avec ce qu'on a appelé le siècle des Lumières, Mmh mh. qui a conduit à cette vision strictement matérialiste des choses, Mmh. dans laquelle on considère que la base de la réalité, c'est la matière, Mmh mh. et que la matière, c'est le socle qui est à la base d'une pyramide. Mmh mh. Et la matière, c'est quoi? C'est les particules élémentaires, c'est les photons, les protons, les neutrons, les électrons, et cetera. C'est tout ce qui constitue, la matière au sens où la science nous parle de ça. Et cette matière-là, les particules élémentaires, forment les atomes, et les atomes forment des molécules ou des structures minérales, Mmh et mh. les molécules forment des tissus dans le monde vivant, et les tissus se complexifient dans le vivant, dans le monde animal, chez les mammifères, et ça devient des tissus de plus en plus complexes. Et le tissu le plus complexe du monde vivant, c'est le cerveau de l'homme. Et de ce cerveau et de l'activité de ce cerveau, à partir de l'activité simplement des particules élémentaires et Mmh. des atomes, eh bien, émerge la conscience. Et donc, cette vision matérialiste, elle considère que la conscience, elle arrive en dernier. Ouais. D'accord? Et ça, beaucoup de gens sont convaincus de ça dans le grand public, mais aussi et surtout dans le monde scientifique. Le monde scientifique, c'est ça, ça consiste à dire que la base de la réalité, c'est la Mmh. matière, et que la conscience, l'esprit, c'est quelque chose qui vient en dernier, qui est un espèce d'épiphénomène, c'est-à-dire que ça apparaît, mais ça aurait très bien pu ne pas apparaître, Mmh. hein, et c'est le fruit de l'activité du cerveau. C'est un produit, voilà, c'est un produit de l'activité du cerveau. D'accord. Or, dans les visions des spiritualités anciennes, toutes les grandes traditions spirituelles, et ce qu'on appelle aussi les visions du monde des peuples racines, c'est Mmh. le contraire. C'est la conscience qui est à la base de tout. Et aujourd'hui, heureusement, on a des philosophes et des physiciens modernes qui nous disent, oui, c'est eux qui ont raison. Parce que si tu n'as pas de conscience, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de matière. Il n'y a Mmh pas de mh. matière si tu ne peux pas être conscient de la matière. Mmh. C'est-à-dire que ça a l'air absurde, mais Mmh. quand tu réfléchis un Ah petit non. peu, Mmh. voilà, la matière, ça existe, moi je suis d'accord, hein, mais c'est quelque chose qui apparaît dans la conscience. Ouais. Ça apparaît, en fait, la matière est un produit de l'observation. Mmh. Là où les matérialistes nous disent la conscience est un produit de la matière, en fait, la matière est un produit de l'observation, et Mmh. l'observation, suppose la C'est la conscience. conscience, bien Donc sûr. c'est le contraire, en fait. Mmh mh. C'est la matière qui est un produit de la conscience. Tu vois? On a complètement retourné le truc. Et on est Complètement. aujourd'hui, c'est pour ça que c'est si difficile et que ça prend aussi longtemps, tu vois? Que ça peut pas se faire comme ça, et Ouais. parce qu'on a complètement inversé la véritable, vision des choses. Alors, bien sûr, on peut en débattre, hein, on va dire: «Il y a pas de preuves, tatati tatata», mais quand on vit des états modifiés de conscience, on n'a pas besoin de preuves, et on n'a pas besoin de de raisonner uniquement à partir, voilà, du travail de la raison. Il y a quelque chose au-delà de la raison, ou plutôt Mmh. en deçà, je dirais, en amont de la raison, il y a quelque chose, et c'est simplement le fait d'être conscient, d'avoir une expérience consciente du monde.
Et effectivement, tout ce qui relève de la science suppose la conscience. Tu ne peux pas avoir de réalité sans conscience, tu ne peux pas avoir de matière sans conscience, etc., etc. Donc la conscience, pour moi, c'est la base, c'est le socle même de la réalité. Et on peut dire qu'il y a quelque chose encore en amont de la conscience. Dans plein de traditions, tu vas lire des enseignements qui vont te dire que la conscience elle-même émane de quelque chose d'encore plus fondamental qui est l'être. Mhm. D'accord? Donc, tout ça, c'est des mots, c'est des concepts. On peut en débattre aussi, tu vois. Certains vont te dire la conscience, c'est pas la réalité suprême, ultime. Il y a quelque chose avant ça. Bon, soit, peu importe. Mais en tout cas, dans ce qui apparaît autour de nous, comme ce qu'on va appeler la réalité ou le monde, eh bien, tout ça suppose la conscience. Si tu n'as pas de conscience, il n'y a pas de réel. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de réalité. Et donc, conscience, ça inclut aussi nos états modifiés de conscience, comme les rêves, et puis toute la batterie d'états qu'on vit en hypnose, en sortie de corps, en état modifié de conscience, type expérience de mort imminente, etc., etc. Tout ça, ça Mhm. enveloppe la conscience, c'est tout ce dont on peut être conscient. C'est pas seulement ce dont on est conscient en temps ordinaire, la conscience. On confond la conscience et le conscient, en fait, parce qu'il y a Mhm. l'inconscient, oui, Mhm. au sens freudien, tout ça, ça C'est vrai. s'oppose au conscient. Mais la conscience, c'est l'ensemble de ce dont on peut être conscient. Et comme dans ce dont on peut être conscient, il y a des expériences extrêmes, mystiques, l'expérience de mort imminente, ça en fait partie, mais ça arrive à des gens tout venant, comme toi et moi, mais chez des grands, grands mystiques à travers l'histoire, tu as une foultitude de témoignages de gens qui t'ont dit je ne faisais qu'un, je ne fais qu'un avec Dieu, ou je ne fais qu'un avec la lumière, ou je ne sais quoi, tu vois, ou la connaissance. Je ne fais qu'un avec le tout, je ne fais qu'un avec la totalité. Tu as quantité de témoignages comme ça. Et dans les Mhm. expériences de mort imminente aussi, tu as des gens qui te disent ça comme ça, avec ces mots-là. Tu vois, tu vis l'expérience de l'unité ultime. Donc, pour les matérialistes, le seul argument qu'ils ont à opposer à ça, c'est de dire ah bah c'est une illusion, c'est une Ouais. illusion. Or, si tu le vis, bah, tu sais bien que c'est pas une illusion parce que c'est complètement au-delà de ce que tu peux réfléchir, de ce que tu peux concevoir. C'est au-delà de tous les mots, au-delà de tous les concepts. C'est de l'ordre d'un ressenti qui est tellement profond, tellement puissant que tu Mhm. ne peux même pas le mettre en mots la plupart du Mhm. temps. Mhm. Mhm. Le fait de le mettre en mots le réduit, tu vois, le trahit, Mhm. ce vécu-là. Mhm. Or, Mhm. quand Mhm. tu vois la quantité de témoignages, et ne serait-ce que les expériences de mort imminente, tu as des millions Oui, de témoins, tu vois, tout à fait, tout à fait. qui te Il disent y en a avoir un vécu. d'ailleurs dans ton livre. Il y en a J'en un ai notamment dans ton livre j'en de ai mis quelques-uns. cette femme qui sort de son corps et il y a beaucoup de choses qu'elle voit. Alors J'en ai déjà, elle voit quelqu'un de sa famille en train de sortir, de prendre une barre chocolatée alors qu'elle n'était pas du tout, elle était en train de mourir, quoi. Et puis elle voit ça. À côté de ça, elle voit ce médecin qui est en train de la réanimer et à travers ce médecin, elle voit, enfin, elle ressent, ou je sais pas, elle voit un esprit ou quelque chose qui vient aider ce exactement. médecin à la Les réanimer. anges, C'est les fou, anges, quoi. les Les anges, anges. elle va appeler ça des anges. Et Mmh. il y a beaucoup de témoignages comme ça. Et j'ai mis ça, j'ai inclus effectivement des témoignages d'expériences de mort imminente parce que c'était lié à des guérisons, justement, Tout à des fait. guérisons extraordinaires. Et des gens, suite à des expériences de mort imminente, ont guéri de pathologies qui étaient très graves. Ils étaient condamnés par les médecins avant leur expérience. Et au moment où ils vivent l'expérience, ils vivent cette expérience de fusion avec la lumière. Mmh. Et quand ils reviennent, eh bien, en quelques jours, ils guérissent de pathologies qui étaient incurables. Donc, il s'est passé quelque chose quand même. Ouais. Hein. Ouais, puis c'est ça, ce que tu disais sur cette conscience infinie. Comment on peut être en train de regarder le médecin qui agit sur son propre corps, donc elle voit déjà aussi son propre corps, de voir ce qui se passe en dehors. Il y a vraiment, effectivement, ça vient corroborer ce que tu dis sur cette histoire de conscience infinie qui nous dépasse. Ouais, Et qu'on vient bien distinguer cela de conscient inconscient des terminologies freudiennes. voilà. Voilà. Donc, la conscience, c'est tout ce dont on peut être conscient, donc y compris cet état mystique ultime où on a la sensation de ne faire qu'un avec l'ensemble, avec le tout, avec le tout. On est le tout, en fait. Et Mmh. donc, ça corrobore effectivement les voies spirituelles aussi dites non duelles. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la non-dualité dans l'hindouisme, notamment Oui.
aussi dans le bouddhisme et tout ça, où effectivement, on en vient à... Mais on a ça dans les mystiques Oui, chrétiennes courant miracle aussi. Le courant et miracle. dans l'islam aussi, bien sûr, dans le Mmh. soufisme, qui est que nous avons en nous la nature de l'absolu, donc nous sommes l'absolu, nous sommes une parcelle, si on veut, mais en tout cas, nous sommes une manifestation d'absolu. Nous Mmh. sommes, comme, au même titre que la vague est l'océan, c'est une métaphore qui est souvent employée, parce que là, on ne peut pas dire où s'arrête la vague et où commence le reste de l'océan. La vague est l'océan parce qu'elle a la nature de l'océan. Donc, elle Mmh. est l'océan. Mmh. Et nous-mêmes aussi, nous sommes l'absolu. Et certains ont dit, nous sommes Dieu. Sauf qu'il y a des époques où on te brûlait vif, où on t'écartelait en place publique pour avoir dit ça. Donc C'est aujourd'hui, ça. est-ce que c'est plus acceptable? Est-ce que c'est plus acceptable? J'en sais rien, mais c'est ça le fond du fond. Le fond du message, c'est ça. C'est que nous sommes la source qui se connaît elle-même à travers nos multiples expériences individuelles. Moi, j'aime bien aussi dire les choses comme ça, tu vois. Il y a une source unique et de laquelle tout émane. Toute la réalité émane de cette source unique. Et nous, en tant qu'être vivant, en tant qu'individu, être humain, eh ben, nous sommes une émanation de cette source. Et cette source, elle se connaît à travers nos expériences. Elle se connaît elle-même à travers toutes nos expériences. Donc, il faut vivre nos expériences. Même si c'est désagréable parfois, et parfois on peut considérer que c'est extrêmement injuste, et ça, on n'a pas la réponse à toutes les questions sur le mal, sur l'existence du mal, et des souffrances intolérables qui sont infligées à certaines personnes. Mmh. On n'a pas les réponses à tout. Donc, bien sûr, on peut essayer de se soulager en disant quelque part ils payent quelque chose qu'ils ont fait dans d'autres vies, j'en sais Mmh. rien, tu vois, je vais pas non plus faire de la morale, mais, Ouais, mais, mais en tout cas, il faut accepter aussi qu'on n'a pas toutes les réponses. Hein. tout à fait et puis surtout, les réponses, je dirais, elles sont, parfois intellectualisées, verbalisées. Or, dans ton livre, dans votre livre avec Antoine, c'est que vraiment vous parlez de cet aspect aussi, énergétique. L'aspect, la prière par exemple, où on va venir, on va pas forcément mettre des mots, on va y mettre une intention et donc une énergie, plus que, essayer de comprendre comment, pourquoi. D'ailleurs, dans un des chapitres, sur les guérisons, on parle de ces guérisons où les personnes ne demandent pas la guérison pour eux-mêmes, mais ils guérissent quand même. Ouais. Ouais, donc Antoine, il a une réponse là-dessus qui je trouve intéressante, avec laquelle je suis pas complètement d'accord. C'est OK, il dit oui, certaines personnes, effectivement, notamment dans les guérisons de Lourdes, hein, tu as ouais, tout à fait. 70 miracles reconnus Mmh, à mmh mh. Lourdes, validés par une procédure très longue, Tout à fait. par un bureau médical, etc. Mais en fait, il y a beaucoup plus de guérisons que ça. Hein. Il y a eu 70 miracles reconnus, mais il y a eu beaucoup plus de guérisons. Le Mmh fait mh. est que ça prend tellement de temps que voilà, il y a des procédures qui sont abandonnées et puis les critères sont extrêmement rigoureux. Mais enfin bref, donc effectivement, beaucoup des derniers miraculés de Lourdes disent: je n'ai rien demandé pour moi, je n'ai pas demandé la guérison pour moi-même. Je C'est suis ça. allé ce jour-là prier, mais je priais pour la guérison des autres. Donc on se dit: ouais, mais ça c'est quand même extraordinairement altruiste, quoi. C'est vraiment le sommet de l'humanisme, quoi. Mais Bah, Antoine c'était une dit, nonne, hein, en l'occurrence, dans ouais, le cadre voilà, de voilà, mmh, c'était une bonne sœur, ouais. bien Mais sûr. Antoine dit attention, parce que ces gens-là, ils n'ont pas prié pour leur propre guérison, mais d'autres personnes ont prié pour leur guérison à elles. Ils ont leur entourage, leurs proches, leurs amis, leur famille qui prient pour leur guérison à eux. Tout à Donc, fait. il y a quand même des prières qui sont adressées pour eux. Certes, mais toujours est-il que c'est quand même significatif que ces gens-là soient touchés par la grâce, comme on dit, Mmh, tout à fait. alors qu'effectivement, ils demandaient pas, ils étaient pas là dans une démarche en tout cas, de plainte en disant: «Ah là là, c'est trop injuste, pourquoi est-ce que je souffre autant? Mmh. Pourquoi moi?» tu vois? Et ça, c'est quand même intéressant à souligner. Je trouve que ça, c'est quand même un critère, qui me semble fort, quoi, le fait qu'effectivement ces gens-là ne demandent pas la guérison pour eux-mêmes. Je Mmh, mmh, pense que mmh. ça joue, je pense que ça joue dans le processus. Oui, c'est un point hyper important, je trouve, que j'aimerais aussi évoquer, ces prières, ces intentions. On parle, hein, de comment l'esprit agit sur la matière. Bah, concrètement, là, des prières, donc des intentions, peuvent faire même, réveiller une femme, du coma avec, cette histoire de femmes qui tombent dans le coma. Ils sont prêts à la débrancher et puis à un moment donné, la famille, les enfants arrivent et puis c'est la petite de je sais plus 7 ans, je crois, qui dit: «Mais maman, pourquoi tu te réveilles pas?» et à ce moment-là, ils sont Mmh. prêts à éteindre là. Elle se Ouais. réveille, enfin, c'est juste Oui, fou, oui, quoi. il y a des cas extraordinaires qui sont très émouvants, où on se dit: «Il y a quelque chose qui s'est joué», et
Est-ce que c'est la personne dans le coma qui a son esprit qui est quelque part, qui entend le message, ou est-ce qu'il y a des Mmh. aides, des entités, des êtres de lumière, comme on dit, des défunts ou des anges qui sont là Mmh. et qui agissent, tu vois? Peut-être c'est un peu les 2, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe et il y a des cas extraordinaires, mais on peut aussi, reconnaître qu'il y a des cas où il se passe rien, où la personne va finalement mourir, tu vois? Parce que Tout peut-être à que fait. voilà, il y a du sens, il y a une raison à tout ça, hein, donc faut pas non plus, donner de faux espoirs, aux gens. Mais ce que ça dit sur, la nature de la réalité, c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est-à-dire Mmh. qu'effectivement, si la prière peut agir sur le corps et sur l'état du corps, Mmh. c'est parce que conscience et matière sont, en fait, la même chose fondamentalement. Et là, on rejoint la notion de non-dualité, il y a pas de différence. Il y a C'est une vrai. différence d'aspect, Mmh. mais il n'y a pas une différence de nature. C'est la Mmh. même chose. La conscience et la matière sont 2 aspects d'une même chose et c'est pour ça que l'un agit sur l'autre. La conscience, l'esprit peut agir sur la matière parce qu'en réalité, ils sont de même nature, tu vois? Mmh. Mmh. Si c'était des choses de nature complètement différente, il pourrait pas y avoir d'interaction. Donc Mmh. forcément, là, il y a une forme de logique à considérer que si notre, mental est capable de modifier l'activité de notre cerveau et le fonctionnement de notre corps, eh bien, c'est parce que c'est 2 aspects de la même chose. Et il y en a qui nous disent la matière, en fait, c'est de la conscience qui est cristallisée, qui est Mmh. solidifiée, Mmh. hein. Bon, et par exemple, il y a des études scientifiques, là, pour le coup, on est vraiment dans la science pure et Tout à dure, fait. qui montrent que la méditation modifie le cerveau. Tout à fait. Ça, il y a 20 ans, tu disais ça, on te prenait pour un fou furieux, tu C'est vois? vrai. Et la méditation, aujourd'hui, c'est reconnu comme quelque chose d'extrêmement, intéressant, pour toutes sortes de situations, notamment pour réduire le stress, bien sûr, mais ça, c'est le mal des occidentaux en général. Mais Mmh. mais il y a 20 ans, c'était pas pris au sérieux du tout Mmh. et depuis 20 ans, tu vois que la méditation fait la une de tout un tas de journaux, Mmh grand mh. public et Mmh. tous les magazines féminins et cetera. Il y a Mmh. eu plein, plein, plein de papiers et donc pourquoi? Parce qu'il y a eu des dizaines et des dizaines d'études scientifiques qui ont montré que la méditation permet de remodeler le cerveau. Ça remodèle les circuits cérébraux, ça remodèle les connexions neuronales, donc ça change l'activité de ton cerveau. Donc en retour, ça change aussi ton fonctionnement, mental. Le Mmh. mental change le fonctionnement cérébral et le fonctionnement cérébral change le mental. C'est un circuit, tu vois? C'est un cycle, forcément les deux se Mmh. répondent parce que les 2 sont de même nature finalement et on sait Mmh. toujours pas, de toute façon, la science n'a jamais pu démontrer que, le mental était le fruit de l'activité du cerveau, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, la vision matérialiste des choses, ça consiste à dire que l'esprit, la conscience, le mental, c'est quelque chose qui est le résultat de l'activité du cerveau, donc de, Mmh. de- de ce qui se passe dans les connexions entre les neurones, mais ça n'a jamais été démontré. On n'a jamais pu le prouver, ça. En fait, il y a un fossé explicatif qui n'a jamais pu être comblé. C'est quand même fascinant, et c'est pour ça que ça laisse la place à des explications alternatives et qui Tout à consistent fait. notamment à dire que en fait, la conscience, c'est pas le produit de l'activité du cerveau. Mmh. Tout à fait. C'est vrai, hein, complètement et en plus, je pensais à ça par rapport à, par rapport au fait que la science essaye d'évoluer au mieux qu'elle peut. Aujourd'hui, on voulait aussi, entrer sur la thématique du magnétisme. Aujourd'hui, par exemple, c'est une pratique aujourd'hui qui a été quand même assez vérifiée, étudiée, il y a eu des thèses, des expériences, très claires qui expliquent que le Mmh. magnétisme est là et a sa fonction et aujourd'hui, elle a pas on se demande pourquoi aujourd'hui elle n'a pas sa place à côté de cette médecine, conventionnelle, cette médecine allopathique. Pourquoi? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs autres qui sont de l'ordre de la recherche? Est-ce qu'il y a des on reviendrait sur un peu ce qu'on a dit sur la précédente conférence. Est-ce qu'il y a Mmh. des enjeux? Je sais Heu, pas. pour moi, l'explication, elle est assez simple, Mmh, c'est qu'on ne sait pas comment ça marche. Donc, si tu veux, en tout cas dans un pays comme la France, mmh, si on ne sait pas expliquer un phénomène, eh bien, on a tendance à penser que ce phénomène n'est qu'une illusion. Il n'existe pas. C'est de mmh, l'ordre de l'effet placebo, c'est de l'illusion. Les gens se font des idées dans leur tête et ils guérissent de leur brûlure parce qu'ils sont persuadés que que le coupeur de feu a une mmh, action sur leur brûlure et ils guérissent. mmh, Or, on sait qu'il y a des situations où c'est impossible puisque les barreurs de feu peuvent agir à distance,
Ils peuvent agir sur des bébés qui ne savent Mmh. pas qu'on va faire une action Tout à fait. sur eux. Ils peuvent agir au téléphone, et sur des animaux. Bref, donc oui, au nom d'un certain pragmatisme, on sait que les barreurs de feu ont une action. Je parle de barreurs de feu qui sont un sous-ensemble du magnétisme, hein, mais c'est valable pour les Ouais. magnétiseurs en général. Mais la Mmh. plupart des magnétiseurs, ils sont aussi barreurs de feu, en l'occurrence, coupeurs de feu. Et donc ça, on sait il y a beaucoup d'hôpitaux, je ne sais pas si on en avait parlé la Ouais, première sur le émission, secret. Mmh. voilà, mais on sait qu'en tout cas, beaucoup de services de brûlés ou de services de radiothérapie dans le cancer, etc., De font mention. appel, font appel à des barreurs de feu Mmh. pour soulager les brûlures ou l'effet des rayons dans le traitement des cancers, Mmh. au nom du pragmatisme. Donc on accepte ça, mais c'est pas la majorité non plus des médecins ou des soignants qui l'acceptent, en Mmh. tout cas chez les médecins, parce qu'on n'a pas le modèle explicatif, on n'a pas la théorie derrière. On ne sait pas l'expliquer, on ne sait pas ce qui agit vraiment. Qu'est-ce qui agit? On ne sait pas, parce que ce sont des énergies, des choses qui sont, on va dire, subtiles. On emploie ce mot pour dire que c'est pas encore identifié par la science. Ce sont pas, en tout cas à mon avis, ce sont pas des ondes électromagnétiques classiques, c'est pas de l'électricité, c'est pas du magnétisme. Donc on parle de Mmh. magnétisme parce que c'est un mot qui a été utilisé dès le début, parce qu'à Oui. l'époque, hein, le XVIIIe siècle, même fin 17e, on pensait que c'était du magnétisme. Donc Mmh. le mot est resté, mais en fait, c'est pas le Mmh. même magnétisme que dans les ondes électromagnétiques qui sont décrites en physique. Donc le terme est relativement impropre. Parce qu'effectivement, la plupart des magnétiseurs, ils te disent, en fait, je fais une prière. Ouais. Je dis une prière parce que la prière m'a été transmise par ma grand-mère ou par un vieux voisin qui voulait pas que ça se perde et qui pensait que je pouvais le faire, etc. Donc, certains vont dire non, ce qui agit, c'est que c'est de l'ordre d'ondes classiques qui sont décrites par la science, mais Mmh. c'est pas la majorité. La plupart disent que c'est quelque chose d'autre qui se joue. Donc, c'est pour ça que c'est pas reconnu de manière officielle et générale par le monde scientifique, par le monde médical. C'est parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. On constate que ça fonctionne jusqu'à un certain point, mais on ne sait pas comment. C'est la même chose pour les, les médecines traditionnelles chinoises ou indiennes. On a quelques pratiques qui sont acceptées chez nous, comme l'acupuncture pour certaines Mmh. pathologies, Tout à fait. et donc ça aussi, ça se pratique. Puis il y a Mmh. des médecins en l'occurrence chez nous qui sont formés à la médecine chinoise, ils C'est sont vrai. formés à l'acupuncture, mais on ne sait pas comment ça fonctionne parce que si on accepte que l'acupuncture fonctionne, il faut accepter avec toute la vision du monde des Chinois et les méridiens et le qi qui circule dans les méridiens et puis l'équivalent des chakras chez les Chinois, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, tu vois. Mmh. Donc il faut accepter tout ça qui fait partie d'une anatomie subtile qu'on dit là encore invisible et pour laquelle la science n'a pas identifié les méridiens. On ne sait pas ce que c'est en science. Hein. Mmh. C'est Ouais. pas le système veineux, c'est pas le système lymphatique, c'est pas le système nerveux, c'est Mmh. autre chose. C'est autre Mmh. chose. Pas Mmh. visible au microscope, quoi. Voilà. Hyper. Après, tu en parlais tout à l'heure, il y a quand même une scission entre, 2 écoles scientifiques, celles qui sont, tu disais les matérialistes et puis ceux qui sont un peu plus ouverts. Parce qu'aujourd'hui quand même on a les moyens Ouais, d'investir, de faire des recherches et puis ça existe depuis toujours ces recherches. Il y a ouais, des choses qui ont été faites de manière quand même, très, rigoureuse. Tu parlais dans la précédente conférence de Yves Lignon sur, les expériences qui ont été faites aussi, qui ont été quand même assez, vraiment très bien réalisées et bien d'autres, hein. Est-ce que c'est pour ça que je repose vraiment la question de me dire, ouais, OK, on ne sait pas comment ça marche, mais il y a quand même des scientifiques aujourd'hui qui s'y penchent quand même c'est ça. et d'autres qui veulent pas du tout s'y pencher Exactement. et Il y en a qui essaient de comprendre comment ça marche, mais tout ce mmh, qu'on a réussi à faire pour l'instant avec la méthode scientifique, c'est mmh, de montrer que ça marche. C'est de montrer qu'il y a des résultats. Tu vois? mmh, Et on a monté des protocoles pour effectivement évaluer l'efficacité de telle ou telle chose. Et donc il y a eu, comme tu disais, des thèses de doctorat en médecine sur le magnétisme. Et il y a eu des thèses aussi en sociologie et en anthropologie sur le fait que les magnétiseurs étaient acceptés plus ou moins par des services médicaux, etc., mmh, par des services hospitaliers. Donc tout ça, c'est des travaux scientifiques qui montrent la réalité du phénomène et le fait que ce phénomène existe et qu'il y ait ces pratiques qui n'ont jamais disparu. Mais mmh.
on n'a pas de modèle, on n'a pas de théorie scientifique pour expliquer comment ça marche, tu vois? C'est pas la même chose. Ouais, mais ça met justement, ça vient, vibrer sur une corde importante, qui est, celle de croire et de la foi. À un moment donné dans le livre où tu parles de saint Thomas en disant: «Bah, ouais, OK, saint Thomas, c'est bien, il voit que ce qu'il croit, mais à un moment donné, ce qu'il voit, il ne croit que ce qu'il voit». Mais derrière, il y a des espaces, on est obligé de tout comprendre, de tout parce que ça nous dépasse aussi parce on n'a pas tout quoi, Mmh. on sait aussi, hein, dans notre cerveau, on n'utilise que 14 ou 16 de nos facultés. Donc est-ce que, ces scientifiques auraient tout intérêt à croire un peu plus, à avoir plus la foi? C'est intéressant que tu mentionnes cette notion de foi, parce que pour moi, c'est central effectivement. La foi, tu sais, étymologiquement, ça veut dire confiance et ça veut dire fidélité. Mmh. Ça veut pas dire croyance, OK. tu vois? Donc c'est un espèce de contresens. C'est une espèce de contresens qu'on fait quand on dit que la foi, c'est la croyance. En fait, Ouais. la foi, c'est la confiance et la fidélité. Donc c'est pas du tout la même chose, tu vois? Ouais. Et effectivement, la science moderne, et ça, c'est surtout, pour le coup, là, il y a aussi une spécificité française là-dedans, hein, parce que les anglo-saxons sont beaucoup plus ouverts. Encore une Ouais. fois, ils sont plus pragmatiques, en tout cas, que nous. Nous, Mmh mh. on ne croit qu'à quelque chose que si c'est démontré, si c'est prouvé et si on a un modèle, si on a une théorie pour Mmh. l'expliquer. Ça, c'est Ouais. la France, tu vois? C'est ce Mmh. qu'on appelle la médecine fondée sur les preuves. OK. Et dans le monde anglo-saxon aussi, ils ont le même, paradigme, on peut dire, la médecine fondée sur les preuves, mais ils sont aussi beaucoup plus pragmatiques que nous et si quelque chose fonctionne, eh ben, ils vont l'utiliser, ils vont l'introduire, ils vont l'inclure dans leur pratique parce qu'ils auront eu des résultats, ils auront pu observer des résultats. Pour nous, Français, c'est plus difficile, tu vois? Donc il y a aussi Mmh. cette différence culturelle. Mais effectivement, cette notion de médecine fondée sur les preuves, c'est pas, la fin de tout, quoi. On peut pas, s'en tenir là parce que sinon Tout à fait. on passe à côté de tout ce qui n'est pas prouvé Mmh. et par exemple, va me prouver que l'amour existe. Heu, Tu vois? Ça c'est il y a Ou que Dieu n'existe pas. que tu n'existes pas. Tu peux pas il y a plein de choses que tu ne peux pas prouver, dont tu ne peux pas prouver l'inexistence, bien sûr. Mmh. Bon, mais voilà, si on ne croit qu'à ce qui est prouvé, eh ben, on passe à côté de plein de choses, parce qu'il y a plein de choses qui sont pas prouvées, qui sont pas démontrées scientifiquement. Tout à Donc effectivement, c'est on se prive on se prive de beaucoup, beaucoup de choses. Or, on a, nous, à côté de la raison, ça tout ce qui est prouvé, c'est du domaine de la raison. À fait. côté de la raison, on a toute l'intelligence du cœur, on a tout le domaine, le monde de l'intuition, comme tu disais, donc tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel et cetera et toutes les expériences dont on parle, en termes d'expériences, spirituelles, mystiques et cetera, ça n'a plus rien à voir avec la raison. C'est au-delà de la raison. Mmh. C'est au-delà ou c'est, comme je le disais, en deçà de la Mmh. raison. Mmh. On vit des choses qui ont une telle puissance, qui portent du sens et qui se suffisent à elles-mêmes. On n'a pas besoin de démontrer on n'a pas besoin de démontrer la réalité d'une expérience mystique, par exemple. Ça n'a aucun sens, Mmh tu vois? mh Parce mh. que ça repose sur un vécu qui est complètement subjectif, qui est complètement individuel, personnel. On s'aperçoit quand on lit, plein de témoignages que les témoignages se recoupent et que forcément, ça correspond à une même réalité, mais on peut pas démontrer, que tu as vraiment vu la lumière, tu vois? Ça n'a aucun sens. Donc il faut faire confiance au vécu de ces expériences-là et avant tout aux expériences qu'on vit soi-même. Mmh. Et les expériences qu'on vit soi-même, ça peut être des choses, très simples, Mmh. des petites intuitions, des petites prémonitions, Mmh des mh. synchronicités, des rêves avec qui ont un sens plus fort que d'autres. Donc on va parler de songes, par exemple, quand des rêves sont porteurs d'informations plus, signifiantes, plus intenses, plus importantes pour nous, pour nos vies, et cetera, et cetera. Donc toutes ces expériences-là, jusqu'à des expériences hors du corps et des expériences mystiques et des expériences, de mort imminente, et cetera, et ben, Mmh. on va dire, il y a des degrés, Mmh. mais on vit tous des expériences, spirituelles, Mmh tu mh vois? mh. À différents niveaux. Donc, pour ça, on n'a pas besoin de preuves. Mmh. 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 Complètement, complètement, mais
Là, on touche vraiment un point très, très, très important à ce niveau-là. Hein. C'est parce que à l'inverse, certains scientifiques vont dire très facilement, bah oui, mais c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et à toutes les arnaques C'est possibles. vrai, Alors, j'ai c'est vu vrai aussi. ça, j'ai fait ça, et c'est pour C'est ça. vrai, c'est vrai aussi. Donc, C'est vrai aussi si soi-même en tant que patient, en tant que quelqu'un qui a une démarche spirituelle, si on s'en remet complètement aux autres. C'est-à-dire que si on a besoin d'un gourou, si on a besoin d'un thérapeute, si on a besoin toujours de quelqu'un d'autre qui va nous dire, moi j'ai de la vérité et mm, je vais vous dire la vérité. mm, On a aussi, heureusement, des personnes qui sont des guides, qui sont des gourous dans le bon sens du terme, mm, et qui ne prétendent pas avoir la vérité plus que la personne à laquelle ils enseignent des choses, mm, par exemple, et qui mhm, du coup, les vrais gourous, pour moi, les vrais enseignants, les vrais sages sont ceux qui nous disent faites confiance à vos expériences, faites confiance à vos vécus. Moi, je ne mm, peux que vous montrer la voie, je ne peux que vous indiquer un chemin, mais c'est à vous de parcourir le chemin. C'est mm, ça les mm, vrais mm, enseignants. mm, Et les vrais enseignements spirituels, religieux, comme le bouddhisme, par exemple, c'est ça. Un vrai gourou, c'est ça, c'est quelqu'un qui te montre le chemin et qui prétend pas t'asséner une vérité toute faite, clé en main, comme on peut l'avoir malheureusement dans certaines traditions spirituelles dans nos pays à nous, où il y a plus cette idée-là quand même. C'est quand même l'idée que les érudits ont le savoir et vous devez simplement adhérer de manière aveugle à ce qu'on vous dit. Non, un vrai enseignement spirituel, c'est t'inciter à faire tes propres expériences et à mm, faire confiance à tes propres expériences. C'est comme ça que moi je vois les choses. mm, mm, mm. Tout à fait, tout à fait. Puis il y a un autre volet aussi, hein, qui retrace un peu, qui est évoqué tout au long du livre, c'est que souvent la réponse, qui est donnée par les scientifiques, c'est, ce sont des gens, hystériques, des gens qui sont de toute façon psychologiquement atteints, et donc on vient aussi, mettre ça, on va dire que ces gens sont fous, ces gens sont, Ouais. ne sont pas, conscients, Ouais, heu, ça fait beaucoup de mal. ah aussi, complètement. Ça fait énormément de mal il y a eu beaucoup de témoignages comme ça, comme quoi, un chaman qui rentre dans un hôpital psychiatrique et ben, en fait, il ne voit que des gens qui n'ont pas été guidés sur la voie, sur une voie d'éveil chamanique parce Mmh, qu'eux, en fait, ont vécu ça aussi. Le vrai chamanisme, hein, traditionnel, ce sont des gens qui sont appelés sur une voie à partir d'expériences hyper difficiles. En mmh fait, mh. ils passent par des épisodes de souffrance. Ils passent par des épisodes que nous on appellerait psychotiques, et puis ensuite ils comprennent qu'il y a une révélation derrière, et effectivement ils deviennent chamans. Mais on peut penser qu'effectivement des gens qu'on catégorise chez nous comme étant des fous, comme étant des psychotiques, sont simplement des gens qui ont vécu des expériences qui n'ont pas réussi à intégrer parce Mmh, qu'ils n'ont pas été accompagnés pour ça, complètement. parce qu'on a considéré qu'il n'y avait pas de sens dans ce qu'ils vivaient. Mmh, mmh, mmh. Or, si si quelqu'un vit des expériences extrêmement déstabilisantes comme ça, y compris avec des psychédéliques, par exemple, hein, y compris Mmh, tout à avec fait, des substances des qui sont substances. utilisées justement dans les chamanismes, Mmh, eh bien, effectivement, tu as beaucoup de gens qui sont restés coincés, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas été accompagnés dans l'expérience et après l'expérience, ils n'ont pas été guidés pour intégrer les choses. Et or, on s'aperçoit aujourd'hui que justement, les substances psychédéliques, en fait, elles sont super utiles pour traiter tout un tas de problèmes de maladies mentales, toutes les dépressions, toutes les formes de dépression, mmh, 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 mmh. les anxiétés, machin, et même les addictions, même les addictions aux drogues dures sont traitées par les psychédéliques. Donc les psychédéliques, c'est pas des drogues, hein. Mmh. Tu vois, tout ça, c'est un mensonge. Pour le coup, moi, si tu veux, je suis pas complotiste, mais là, c'est clair que les psychédéliques, ils ont été diabolisés par un discours politique qui a consisté à dire que ce sont des substances qui provoquent des overdoses et qui provoquent des addictions. Non, c'est faux complètement. Ça, c'est de la fake news à 100%. Et Mmh on en mh. revient aujourd'hui, et là, j'en parle très tranquillement parce que j'ai co-dirigé un livre avec Olivier Chambon, qui est psychiatre là-dessus, qui s'appelle La Révolution psychédélique, Mmh. dans lequel on cite des dizaines et des dizaines d'études, Mmh là mh. aussi, qui sont des études scientifiques, tu vois, complètement publiées dans des grandes revues de sciences et de Mmh. médecine, qui Mmh mh. montrent que ces substances-là, au contraire, elles permettent de soigner ces pathologies-là. Donc clairement, c'est les chamans qui avaient raison depuis le début. Mmh. Donc oui, hein, les gens qui sont en souffrance mentale, c'est parce que
malheureusement, ils ont pas été guidés, accompagnés sur un chemin qui était un chemin de révélation spirituelle, c'est sûr, hein. Complètement, complètement. Et l'accompagnement, on en parle ainsi dans ce livre, hein. C'est important, cet accompagnement. Alors je garde en la suite de ma réflexion sur l'accompagnement, mais j'avais juste une petite parenthèse que j'aimerais faire par rapport à ça. Je me souvenais plus vraiment de cette étude, elle n'est pas forcément indiquée dans le livre, mais de ce scientifique qui est rentré dans un hôpital psychiatrique et qui a été voir des personnes qui avaient plusieurs personnalités, et il remarquait que à chaque personnalité, il y avait une structure qui changeait au niveau Mmh. cellulaire, au niveau. C'est fou quand même. Et donc on voit comment C'est des cas l'esprit extraordinaires. Ouais. joue. Il y a des cas extraordinaires, si tu veux, où c'est ce qu'on appelle le syndrome de personnalité multiple. Ça c'était l'ancienne Oui, appellation, hein, ouais, l'ancienne appellation. je Personnalité sais plus multiple. comment. Aujourd'hui, on appelle ça un syndrome de dissociation, je sais plus quoi. Enfin, Oui, ça prend un autre terme. tout à Mais fait. des gens qui ont plusieurs personnalités comme ça, t'en as, par exemple, chez qui il y a une personnalité qui est aveugle. Tu vois? Et quand on fait un électroencéphalogramme de cette personne-là, quand elle est dans cet état-là, quand elle manifeste cette personnalité-là qui est aveugle, eh ben, on s'aperçoit qu'effectivement son cortex visuel, la partie de son cerveau qui permet la vision, et il est Mm. inactif. Ce cortex visuel est inactif. Donc, tu vois, c'est pas simplement une hallucination ou un Mhm. délire de la part de la personne. Il y a une correspondance physiologique avérée. Le cortex visuel, il est inactivé. Donc, ça prouve bien que ça prouve la réalité de cette manifestation de différentes personnalités. Et dans les C'est ça, personnalités multiples, tu as quelqu'un qui va être à la fois une petite fille de 4 ans, et puis un adulte de 50 ans, et puis c'est ça. et tu vois, différentes personnes, différentes personnalités, Mais c'est fou, hein. c'est complètement dingue. Et on voit, hein, par exemple, cette personne de 50 ans, si elle a un peu de diabète ou de choses comme ça, le taux va monter. Enfin, C'est ça, voilà, tu as des fou, quoi. correspondances Il y a des physiologiques correspondances physiologiques, quoi. avérées, ouais, ouais, c'est un autre exemple intéressant de diabète, ouais, c'est clair. C'est vraiment fou. Ça, c'était vraiment la parenthèse que je voulais faire par rapport à effectivement ces personnes dites, personnalités multiples ou avec des «problèmes» entre guillemets, si je peux appeler ça, mentaux. Mmh. Donc ça, c'était important qu'on l'évoque. Et puis concernant l'accompagnement, tu en parles, on va pas tarder à terminer notre vibrage, j'ai encore plein de choses, mais je sais. Concernant l'accompagnement, tu en parles aussi dans le livre, notamment quand tu, évoques, vous évoquez la partie, médecine quantique, où tu expliques qu'on en est encore au rêve de la médecine quantique, Mmh. cette médecine informationnelle énergétique de type holistique, comme tu l'as décrit très bien. Mmh. Mmh. Heu, Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, elle n'est pas assez aboutie? En même temps, tu parles de l'accompagnement, de l'importance plus de l'accompagnant, plus que, de la médecine pure quantique. Tu disais que ça dépendait aussi de l'accompagnant. Oui, avec Antoine, on a voulu faire un chapitre là-dessus parce que ça nous semble dessiner un peu les contours de la médecine du futur. Tout à fait. On peut dire ça comme ça. Et puis, il y a déjà des choses qui se revendiquent d'une certaine médecine quantique, Mmh. d'une manière peut-être un petit peu abusive à l'heure actuelle. C'est surtout peut-être un élément, un argument marketing, mais Mmh. il y a quand même beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes et qui viennent Mmh. notamment de la médecine russe. Et Mmh. on sait que Tout à fait. Les Russes se sont beaucoup intéressés à ça, et ils ont aussi intégré la médecine traditionnelle chinoise et aussi la Mmh. médecine indienne, Mmh. et ils ont apporté leur propre vision des choses. On sait que les Russes ont une spiritualité aussi très, très riche, et donc ils ont développé, dans le cadre de la recherche sur la médecine spatiale à l'origine, hein, ils ont Oui, c'est développé vrai. tout un tas de machines. Au départ, ça vient de ce qu'on appelle l'effet Kirlian, hein, donc qui montrait qu'il y avait une espèce d'aura du corps, autour des êtres vivants, une feuille aussi d'un arbre, puis la main, etc. On voyait une espèce de halo autour de ça. Et à partir de là, on a développé ce qu'on a appelé les caméras GDV, Tout à fait. et tout un tas de machines. Donc aujourd'hui, les physioscans et toutes ces Mmh. choses-là. Et ça, j'en Des parle dans le livre résonances. parce que, voilà, il y a des thérapeutes qui travaillent avec ça et qui disent ces machines-là sont capables de faire un diagnostic à partir de ce qui émane du corps Mmh. en termes justement d'énergie subtile, on peut dire, mais aussi électromagnétique. Ça fait une synthèse de ce qui émane du corps, en fait, et ce qu'on appelle, nous, dans nos traditions ésotériques, c'est ce qu'on appelle l'aura, tout Ouais. simplement.
Et Ouais, ouais. à partir de la mesure de ce qui émane du corps, eh ben, il y a un diagnostic qui peut être fait et ces machines-là peuvent, en retour, traiter les déséquilibres parce qu'elles permettent de visualiser ces déséquilibres-là et elles peuvent renvoyer un signal pour traiter des pathologies éventuelles qui se traduisent par des déséquilibres dans justement les corps subtils en fait qu'on Mmh. visualise. Donc le problème avec tout ça, c'est que moi je suis persuadé il y a des choses tout à fait véridiques derrière ça, mais c'est comme tu disais tout à l'heure, on peut dire n'importe quoi en fait. Si on met pas en place des outils quand même pour contrôler ce qui se fait dans ce monde-là, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme tu disais. On a quand même la possibilité d'avoir tout un discours manipulateur derrière ça, et il faut mettre en place quand même des outils pour valider ces pratiques-là. Donc c'est ça pour moi l'avenir de la médecine, et je pense qu'Antoine était d'accord aussi là-dessus, c'est que notre médecine allopathique classique traditionnelle, elle est Rationnel, ouais. valide, elle reste valide, mais elle peut s'enrichir de toutes ces approches-là. Elle peut Complètement. s'enrichir de toutes ces visions-là, et justement en intégrant aussi les visions orientales, asiatiques du corps humain, les corps subtils, les corps, le réseau des méridiens dont on a parlé tout à l'heure, les chakras, etc. De faire un peu une synthèse de tout ça. Et là, on irait vers une médecine quantique qui agirait aussi au niveau des particules qui composent le corps, effectivement. Donc, au niveau Ah, pour que ce soit quantique, il faut que ça agisse à cette échelle. C'est ça, ouais, sinon on peut pas dire que c'est quantique. Tu vois, c'est ça le tout truc. à fait, tout à fait. Et pour pouvoir dire que ça agit à cette échelle, eh ben, il faut pouvoir, en quelque sorte, le démontrer. Donc là, on revient à la notion de médecine fondée sur les preuves. Mmh. Sinon, on est dans une proposition qui reste simplement voilà, hypothétique, en fait, hein. Mmh. Mais moi, je suis convaincu qu'on va pouvoir parler de médecine quantique rapidement, enfin bientôt en tout cas, mais que ce n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on puisse le dire, parce que c'est plus pour moi une autre appellation pour ce qu'on peut appeler plutôt médecine informationnelle ou médecine énergétique. Mmh. Sachant que dans énergétique, on inclut des énergies qu'on appelle donc subtiles, pas seulement Ouais. les énergies connues par la physique. Mmh. Voilà, donc on parlera de médecine quantique, ouais, d'ici quelques décennies, je pense, quand on aura pu montrer qu'il y a des modifications qui se jouent au niveau atomique et subatomique, c'est-à-dire au niveau des particules élémentaires. Et il y a déjà quand même des résultats qui vont dans ce sens-là, hein. Parce que, par exemple, dans la partie du livre qui concerne la psychokinèse, je ne sais Oui, pas si tu te souviens, j'en parle quand même de recherches qui ont été faites où on a montré que des méditants oui, expérimentés étaient capables de modifier d'agir. Mmh. une expérience qu'on appelle l'expérience des fentes de Young, dans laquelle on montre qu'un photon ou un électron se comporte soit comme une onde, soit comme un corpuscule, parce il a la Tout à double fait, nature. Ça, c'est tout à propre à fait. la physique. Là, on est dans la physique quantique. L'expérience des Mmh. fentes de Young, c'est une expérience de physique quantique hyper classique qui montre la Mmh. dualité onde-particule, Particule. onde-corpuscule. Mmh. Et on a montré que des méditants étaient capables d'influencer ce dispositif était capable d'influencer le comportement du photon ou de l'électron. Donc on Mmh. voit bien qu'il y a une interaction entre l'intention, la volonté, on va dire, et le comportement quantique d'une particule élémentaire. Et en plus, ces expériences-là, elles ont été faites de plein de manières différentes. Et on a Mmh. aussi eu des résultats en demandant à des gens tout venant, c'est-à-dire pas forcément des méditants expérimentés, mais à des gens tout venant, mais par contre beaucoup plus nombreux, devant leur écran, de faire la même chose, c'est-à-dire de se concentrer aussi sur ce genre de dispositif. Et on a eu aussi des résultats probants. Et ça, c'est des choses qui ont été publiées dans des revues de sciences, Tout à fait. dans des revues de physique. Mmh mh. Donc, on a déjà des résultats qui montrent que l'intention de quelqu'un joue à l'échelle des phénomènes quantiques. Donc, c'est clair que, de toute façon, c'est complètement logique, hein. Si notre intention est capable d'agir sur notre corps, eh ben, ça se joue aussi au niveau atomique et subatomique, forcément, hein. C'est ça. On revient à la formule, là de physique quantique qui est, énergie plus information égale matière. Oui, bien sûr, on peut Mmh. dire ça comme ça, et puis, on revient surtout au fait que la conscience joue un rôle dans les expériences de physique quantique, Tout à et fait. ça, les matérialistes, ils ont du mal à l'admettre, mais ça reste en tout cas, une question qui est complètement ouverte en physique, en sciences, y compris dans les milieux les plus, mainstream, les plus sérieux, hein. Ça, Tout à fait. il est très, très vraisemblable que c'est la conscience, c'est le fait d'observer un phénomène qui lui donne sa réalité, en fait, qui lui donne, Mmh enfin, mh.
qui donne voilà, l'apparence que le phénomène prend. Mmh. C'est lié à la conscience de l'observateur. Moi, je suis C'est convaincu fou. de ça, et c'est ce que disaient les pionniers de la physique quantique, hein. Tout à Donc, fait. plein de physiciens matérialistes ont essayé de démontrer le contraire, mais ils n'ont jamais réussi. Et Mmh. aujourd'hui, il y a à nouveau plein de chercheurs qui voient les choses comme ça, on peut dire. C'est vrai. Et puis tu parlais de quelque chose d'important au tout début de cette conférence, le fait qu'on avait tous, en gros une signature vibratoire. On a une énergie en nous qui fait que, heu, on pouvait et de la même manière tout était, animé. Hem, Dans le livre aussi tu en parles, tu disais que même les pilules, les médicaments ont une Mmh. vibration et on pourrait à terme utiliser la vibration de la pénicilline pour, Mmh. c'est juste Alors, fou. ça, c'est un autre domaine encore. Ouais. Et là, tu vois, pour moi, c'est l'occasion de rendre un hommage à un grand scientifique qui vient de nous quitter, qui Ah, s'appelle Marc-Henri. OK. Marc-Henri, c'est un professeur de physique-chimie à l'Université de Strasbourg, qui a beaucoup travaillé sur l'eau et qui a travaillé notamment sur la mémoire de l'eau, Mmh. à la suite des travaux qu'avaient fait Jacques Benveniste et puis Luc Montagnier, etc. Oui, oui, Et, oui. Marc-Henri a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle L'eau morphogénique, je crois, l'eau morphogénique. Et on le cite avec Romuald Le Terrier dans plusieurs de nos livres, dans Ce souvenir du futur, notamment dans Tout est relié, peut-être plus. Mais Marc, il nous a quittés prématurément. Là, c'est très triste parce que c'est quelqu'un qui avait encore beaucoup à apporter au monde scientifique. J'imagine. Et donc, Mmh. oui, ce que tu évoques là, c'est la biologie numérique, c'est les travaux de Jacques Benveniste. C'est le Mmh. fait qu'en fait, dans une molécule comme un médicament, eh bien, ce qui agit, c'est peut-être simplement sa signature électromagnétique. Et on a eu des expériences, il y a des recherches qui ont montré que le signal électromagnétique émis par une molécule, il peut être isolé, il peut être envoyé par téléphone, il peut être envoyé par un câble électronique pour agir à distance sur une solution, sur voilà, un liquide quelconque, et donc ça Mmh. pourrait être l'avenir là aussi de thérapie où tu n'auras plus besoin de prendre une pilule, tu vois, tu recevrais simplement un signal électromagnétique. Donc C'est ça. ça, il y a plein de résultats aujourd'hui qui montrent que ça, c'est valide. Alors bien sûr, pour l'industrie pharma, ça c'est la mort. donc ils freinent des cas de fer, ou alors il faut il faut Qui qu'ils se s'actualise. réinventent complètement, tu Bien, vois. Donc ouais, ouais. forcément, on n'en parle pas beaucoup. Mais oui, donc ça, tout ce qui est biologie numérique, et puis effectivement, ça fait partie aussi de ce qu'on peut appeler médecine quantique. Hein, C'est parce que ça. là, on est sur des signaux qui se jouent à l'échelle microscopique. Et l'eau, ça c'était le travail de Marc-Henri, l'eau est capable de mémoriser des signaux comme ça, des informations comme ça, à l'échelle très très petite de ce qu'on appelle le nanomètre, hein, c'est 10 puissance Mmh. moins 9 mètres. À l'échelle à cette échelle-là, dans les molécules d'eau, il y a des structures bien particulières qui se forment et qui sont capables de stocker de l'information. Et Tout à de ce fait. point de vue-là, l'eau pourrait être le support de toute la mémoire de Conducteur. l'univers, Ça, parce que l'eau est partout en fait. Pas sous forme complètement. liquide, pas sous forme liquide Oui, oui, nécessairement, mais l'eau est partout dans l'univers. c'est juste fou. Ça me rappelle l'étude également des motos qui a aussi parlé sur ces Ouais, alors su Emoto, attention, c'est controversé. D'ailleurs, Marc-Henri était ah, très critique. C'était plutôt des travaux artistiques, on va dire, qu'il a fait à Emoto. C'était très OK. joli. C'était très joli. C'est Mmh. plus quelque chose d'artistique. Ça n'a pas vraiment été reproduit. Ouais. Mais il semblerait que, oui, certaines intentions produisaient des figures dans l'eau. Et c'était très joli et ça avait du sens parce que c'était lié à la nature des intentions qui étaient portées, etc. Scientifiquement, c'est pas complètement Ouais. validé. Mmh, ça marche, merci de le préciser, c'est important parce qu'il est très, très souvent, Ouais, cité, on le donc cite c'est souvent bien. parce que c'était spectaculaire, pour le coup. Mmh, 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 mais c'est bien, on replace aussi les choses, Mmh. bien comme il se doit et j'aimerais, on va pas tarder à conclure là, qu'on finisse sur cette partie aussi de, on a parlé d'intention, on a parlé de vibration et au bout du compte, on parlait aussi d'autonomie par rapport à l'accompagnement, on a parlé des gourous et cetera et de se dire où on en est avec notre capacité d'auto-guérison. Parce qu'avec tout ça, on a tout. On a l'eau à l'intérieur de nous, on a les intentions, on a la conscience, voilà. Est-ce que voilà, il y a des choses qui peuvent se faire, en nous et on c'est précisé, hein, tu en parles aussi, hein, de cas d'auto-guérison, Ouais. dans le livre. On en est où avec ça et qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je pense qu'il faut se convaincre qu'effectivement, on a ces capacités en nous,
qu'on peut les mettre en jeu à tout moment, et que notre état de santé dépend de notre état d'esprit, c'est évident, et que donc si on commence à avoir des déséquilibres somatiques, eh bien, il faut essayer de travailler sur ce qui a pu les induire en termes psychiques, et réciproquement, parce qu'il y a une interaction permanente entre nos états psychiques et nos états somatiques, corporels. Donc si on est... il faut avoir donc cette foi, c'est-à-dire cette confiance dans le fait qu'on va pouvoir agir sur nos problèmes de santé en se focalisant d'une certaine manière, en se concentrant, en faisant appel à des entités extérieures, par la prière par exemple aussi, pourquoi pas, en faisant appel à la méditation, etc. Donc tout ça, il faut être convaincu petit à petit que on a la capacité de mettre en jeu tous ces mécanismes-là, et que voilà, il y a suffisamment d'exemples qui sont donnés dans la littérature en général. Nous, on donne plein d'exemples dans le livre, mais il y a plein d'autres livres qui donnent d'autres exemples. Et si on se convainc de ça, eh bien, a priori, on vit une vie en meilleure santé, plus équilibrée, et puis peut-être aussi une vie plus longue, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on va vers la reconnaissance de cette interaction entre l'esprit et le corps, qui fait qu'on est maître davantage de sa santé, et on ne remet pas uniquement sa santé entre les mains de médecins et de gens qui savent. Tu vois, avec cette vision de la médecine occidentale complètement verticale, où en haut il y a le médecin qui sait. C'est encore très très paternaliste, hein. C'est peut-être moins le cas qu'il y a quelques centaines d'années avec les médecins de Molière et tout ça, mais c'est encore quand même beaucoup ça, quoi. Il y a encore vraiment l'autorité du médecin, du docteur, du professeur qui sait pour nous, et nous on ne sait pas. Et en fait, si on doit savoir qu'on a notre santé entre nos mains, et que donc il faut prêter une grande attention à nos états d'esprit, parce que nos états de santé sont liés à nos états d'esprit. Ça, j'en suis convaincu. Complètement, complètement. En tout cas, le message est reçu, et il y aura aussi une belle aparté dans ce livre, enfin une belle part dans ce livre où tu expliques aussi la capacité de l'immunothérapie. J'en dis pas plus parce que on commence à rentrer dans un sujet, et moi tout ça, ça me passionne. On va peut-être l'objet d'une autre rencontre, mais ça aussi, c'est un volet aussi très intéressant où à partir du moment où on injecte, où on vit une grosse fièvre, on peut aller guérir d'autres choses. C'est vraiment quelque chose extrêmement intéressant. Les amis, je vous invite vraiment déjà à vous procurer ce livre, et puis à nous rejoindre, parce qu'on va avoir un 3e rendez-vous ensemble, les amis, qui va être une rencontre exclusive avec Jocelyn. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions. C'est vrai que là, il y a pas mal de partage dans le chat, et on vous remercie pour vos présences, parce que c'est toujours, ça nous permet aussi vibratoirement de vous sentir. Donc c'est très très intéressant tout ce que vous nous partagez, et merci de nous suivre et de nous liker et de partager aussi ces conférences. Mais sachez aussi que vous allez avoir un rendez-vous possible. Vous allez pouvoir suivre tout simplement le 6 novembre prochain. Vous allez pouvoir venir sur cette rencontre exclusive où Jocelyn aura aussi un temps pour nous encore. C'est gentil de sa part de pouvoir venir et répondre à toutes vos questions, aussi complexes soient-elles, et personnelles ou autres soient-elles. Vous serez là, vous aurez la possibilité de venir. Alors, je vous donne juste le lien pour vous inscrire. Il est là. Et puis surtout, vous allez avoir aussi un espace de réduction. Vous pourrez donc avoir 60% là, de réduction avec le code que je vous mets là. Je vais le mettre aussi dans le chat. Comme ça, vous pourrez tout simplement y accéder. Et donc, vous cliquez, vous indiquez ce code, et vous pourrez avoir 60% de réduction pour accéder à cette rencontre-là, toute particulière. Vous aurez réponse, je l'espère, à toutes vos questions. Je l'informe également ici. Voilà, enregistré. Voilà, bien sûr. Et puis, on vous invite, bien sûr, pour les personnes qui n'étaient pas là à la première partie de cette conférence qui a eu lieu la semaine dernière, de venir regarder aussi, parce que c'est vraiment 2 conférences qui se complètent bien. Je tenais à vous le dire. Toutes les personnes qui nous regardent en replay aussi, vous pouvez à tout moment vous inscrire. Je vous remets le lien juste pour être sûr que vous l'avez bien. Et ensuite, je vais encore une fois remercier chaleureusement Jocelyn pour ce temps, pour ce partage, pour cet échange. Vraiment, merci beaucoup Jocelyn pour tout ça. Merci à toi, au plaisir. Merci. Au plaisir également, et au plaisir de continuer ce partage ensemble. Voilà, et merci Odile de nous remercier. Voilà, vous avez le lien, cliquez dessus,
Vous avez tout ce qu'il vous faut, le mot de passe, enfin le code promo, et vous pourrez nous rejoindre le 6 novembre prochain. Et ce sera enregistré, donc vous pourrez accéder en replay à tout ça. Belle soirée, encore une fois, et Jocelyn, dans mon intention, sans mots, juste dans la vibration. Merci à toi, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.